La villa Dembélé, perchée sur les hauteurs de Dakar, brillait comme un joyau dans la nuit. D'immenses lustres de cristal suspendus au plafond renvoyaient 1000 reflets sur les marbres blancs du grand hall. Des serveurs en uniforme couraient entre les colonnes sculptées, apportant coupes de champagne et amuse-bouche à une foule en effervescence. Ce soir-là, toute la haute société était rassemblée pour un événement à la fois mondain et familial. Le mariage de Malik Dembélé, héritier de l'empire agroalimentaire Dembélé Industries. Mais alors que les convives souriaient et que les flashs des caméras illuminaient la cour d'entrée, la mariée n'était toujours pas apparue. Elle est en retard, murmura une tante, éventail en main, l'œil soupçonneux. Ce n'est pas un retard, répondit froidement Aladji Dembélé, père du marié. C'est un affront. Dans une pièce reculée de la demeure, Aïssata Ba, la future mariée, tremblait en silence. Elle portait une robe ivoire brodée de perles, légère comme un souffle, mais son cœur pesait comme du plomb. Elle ne voulait pas de ce mariage. Pas avec Malik, qu'elle connaissait à peine, et encore moins avec sa famille, qu'il avait choisi pour ses origines nobles et ses bonnes manières, pas pour son bonheur. Sa grand-mère, Mam Kumba, entra sans frapper. « Tu ne peux pas fuir, Aïssata. Les Bas doivent honorer leur nom. » « Mais grand-mère, il ne m'aime pas, il ne me connaît pas, l'amour vient avec le temps. Le respect, lui, doit être immédiat. » Aïssata regarda son reflet dans le miroir. Une princesse triste, un pion dans un jeu de pouvoir. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis se leva. D'une main, elle arracha son voile, de l'autre, elle retira ses escarpins. Puis elle sortit par la porte de service. Dans les ruelles de Ouakam, à quelques kilomètres de là, Samba, un jeune homme au regard vif et aux habits usés, vendait des sachets d'eau à la volée pour payer les soins de sa mère malade. Personne ne savait qu'il était en réalité Samba Sagna, l'unique héritier d'une famille fortunée qu'il avait quittée depuis des années pour des raisons obscures. Ce soir-là, les destins d'Aïssata et de Samba étaient sur le point de se croiser, bouleversant pour toujours les fondations de deux familles puissantes et révélant des secrets que personne n'était prêt à entendre. Le village de Sérékou, jadis paisible, fut secoué par l'arrivée d'une voiture luxueuse aux vitres teintées, détonnant avec les cases en banco et les ruelles sablonneuses. Les enfants coururent derrière le véhicule, criant et riant, tandis que les anciens plissèrent les yeux, inquiets. De la portière sortit un homme à la peau sombre et au costume taillé sur mesure. Ses lunettes noires masquaient son regard, mais tout dans sa démarche était autoritaire. Il s'appelait Malik Dembélé. Étranger au village, mais pas à la région. Son nom circulait déjà dans les cercles des notables de Bamako et au-delà. On le disait richissime, discret et terriblement influent. Malik n'était pas venu par hasard. Il avait reçu une lettre manuscrite, cachetée du sceau de la famille Koné, lui rappelant une promesse faite 20 ans plus tôt. Une dette d'honneur, disait la lettre. Il avait d'abord voulu la déchirer. Mais quelque chose, dans l'écriture tremblante, dans le nom de sa mère mentionné, l'avait fait frémir. Il avait pris le volant lui-même et roulé sans pause jusqu'à Sérékou. Chez les Koné, l'agitation était à son comble. Fatoumata, la mère de la jeune Awa, battait les mains et priait les ancêtres. Enfin, leur chance tournait. Le riche Malik Dembélé venait honorer un pacte ancien. Il prendrait leur fille pour épouse. Peu importait qu'Awa ne l'ait jamais vue. Peu importait qu'elle ait d'autres rêves. Awa, elle, était terrifiée. Depuis la mort de son père, elle avait dû obéir en silence. Mais ce mariage arrangé était un pas de trop. Elle ne voulait pas être la monnaie d'échange entre les erreurs passées et les ambitions présentes. Et surtout, elle avait l'intime conviction qu'un terrible secret se cachait derrière ce pacte. Ce soir-là, lors du repas de bienvenue, Malik observa Awa longuement. Elle était belle, mais ce n'était pas sa beauté qui le frappa. C'était la flamme de défi dans ses yeux. Elle n'avait pas peur de lui. Il n'était pas sûr d'apprécier cela. Et tandis que les tambours du village battaient leur rythme ancestral, Awa résolut, en silence, que jamais elle ne se soumettrait sans avoir découvert toute la vérité sur Malik Dembélé. Car derrière chaque mariage imposé se cache une guerre invisible. La nuit était tombée sur Abangourou, enveloppant les ruelles pavées et les villas modernes d'un voile d'ombre moite et épaisse. Sous le ciel ivoirien ponctué d'étoiles silencieuses, un 4x4 noir aux vitres teintées se faufila discrètement jusqu'aux abords du quartier résidentiel de la famille Kofi. Le moteur s'éteignit sans un bruit, et de l'ombre du véhicule sortit un homme en costume sombre, silhouette élégante et démarche assurée. Il s'appelait Malik Diawara. Malik était revenu d'un exil silencieux. Depuis 7 ans, il n'avait plus mis les pieds sur cette terre qu'il avait vu grandir, trahi, puis disparu. Son visage avait changé, marqué par les responsabilités, les affaires, les douleurs d'hier.
Il n'était plus le jeune homme fougueux qui avait grandi dans les quartiers populaires de Yopougon, mais un investisseur redouté, à la tête d'une holding dont même les banques internationales ignoraient encore l'origine réelle des fonds. Il avait un but, et il commençait ce soir. Il entra dans une auberge discrète au bord du fleuve Comoé. Le réceptionniste, un vieux baoulé nommé Nanan, leva les yeux, le reconnut vaguement, mais ne posa aucune question. Ici, on respectait le silence des puissants. Une chambre avec vue sur le fleuve, demanda Malik d'une voix calme. Bien sûr, monsieur. Une seule nuit, pour l'instant. Pendant ce temps, dans la Villa Kofi, le silence régnait après la tempête du jour. Amina, assise devant sa coiffeuse, peignait ses cheveux lentement. Son regard, figé dans le miroir, trahissait l'ouragan intérieur. Elle revoyait la scène encore et encore, le refus, les cris, les menaces. Elle entendait encore sa mère hurler, son oncle Maury claquer la porte, et surtout la voix glacée de Kader annonçant qu'elle n'échapperait pas au mariage. Mais une chose avait changé. Ce regard d'homme au marché, plus tôt dans la journée. Une silhouette familière, un frisson étrange, comme un souvenir ancien qui frappe à la porte de l'âme. Elle se leva brusquement, attrapa une veste et sortit dans la nuit. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais ses pas la portaient, comme attirée par une force invisible. Au bord du fleuve, elle s'arrêta. Le vent caressa sa peau, et dans l'obscurité, une voix grave résonna derrière elle. « Amina Kofi !» Elle se retourna brusquement. « Qui êtes-vous » L'homme sortit de l'ombre. « Malik, tu ne me reconnais pas ?» Elle plissa les yeux, le cœur en vrac, la respiration coupée. « Malik ?»« Malik Diawara ?» Il hocha lentement la tête. « Tu as changé. Et toi, tu n'as pas bougé. Tu es toujours la plus belle étoile de ce pays. » Amina recula d'un pas, troublée, bouleversée. Elle se souvenait de lui, de ce garçon au regard brûlant, au rire insolent, au rêve plus grand que le monde. Le jeune homme qu'elle avait aimé en secret, jusqu'au jour où il avait disparu sans un mot. « Pourquoi es-tu parti ?» Il baissa les yeux. « Parce que j'ai découvert ce qu'il t'avait fait, ce qu'il préparait pour toi et ce que je représentais pour eux. » Elle sentit une larme couler malgré elle. Et maintenant, il releva le regard, ferme, déterminé. « Maintenant, je suis revenu pour te protéger, pour te libérer et pour détruire ceux qui ont cru pouvoir décider de ton destin. » La brise souffla plus fort. Le fleuve semblait écouter. Le passé refaisait surface. Mais cette fois, c'était Amina qui avait le choix. Le destin venait de frapper à sa porte une seconde fois, et elle était prête à l'ouvrir. Aïssatou dormait peu depuis sa rencontre avec Malamine. Une étrange énergie circulait désormais en elle, comme si chaque battement de son cœur la poussait vers une vérité enfouie depuis trop longtemps. La villa où elle résidait à présent n'était plus seulement un refuge, mais le théâtre de révélations silencieuses. Chaque recoin lui racontait une histoire. Et dans chaque miroir, elle voyait une autre version d'elle-même, plus forte, plus résolue. Un matin, alors que le ciel de Dakar était teinté d'orange et que le chant des muezzins s'estompait peu à peu, elle reçut un appel. C'était une voix grave, douce, un homme mystérieux qui disait vouloir lui parler de sa famille, de son passé et de son avenir. L'homme s'appelait Mamadou Diop, un ancien associé de son père biologique, autrefois disparu dans des circonstances troubles. Ils se retrouvèrent dans une ancienne bibliothèque privée au cœur de la Médina. L'endroit sentait le bois ancien et la menthe séchée. Mamadou l'attendait, un vieux dossier sur les genoux. « Tu n'es pas celle qu'ils disent que tu es. Aïssatou, comment ça-t-il ? Tu es la fille de Balasso, un homme puissant, redouté et respecté. Ils ont caché ton identité pour t'éloigner, te réduire, te faire oublier. Mais ta lignée est noble. Ta naissance n'est pas une erreur, elle est une menace pour ceux qui t'ont rejeté. » Aïssatou resta figée. Ses mains tremblaient. Le nom de Balasso, elle l'avait entendu murmurer dans les couloirs sombres de son enfance. Un nom que sa mère adoptive avait interdit de prononcer. Il était dit qu'il avait trahi la famille, qu'il avait tout perdu. Pourquoi me dire cela maintenant ? Parce qu'ils sont en train de préparer ton mariage avec Karimba. Et tu ne sais pas qui il est réellement. Tu penses qu'il est le prince. Mais il est le couteau. Et toi, la cible. Ce soir-là, Aïssatou ne rentra pas tout de suite. Elle marcha longtemps, le long de la corniche, observant les vagues noires s'écraser contre les rochers. Son passé était un puzzle, et elle venait d'en retrouver une pièce essentielle. Si elle voulait survivre à cette mascarade, elle devait connaître toute l'histoire. Elle rentra discrètement dans la villa, trouva l'aile et fermée à clé. Curieuse, elle força discrètement la serrure avec une épingle. À l'intérieur, des portraits anciens, un coffre, des lettres cachetées à la cire. Et surtout,
une robe de mariée rouge brodée d'or. Son cœur manqua un battement. Elle comprit alors que ce mariage n'était pas un hasard. C'était un héritage, et que cette fois, ce ne serait pas elle la victime. Ce matin-là, le ciel avait une teinte d'or, et le vent, chargé d'odeurs de fleurs de karité, effleurait doucement les feuillages. Dans la cour du vieux domaine de la famille Sissoko, la tension était palpable. Aïssatou, vêtue d'un boubou ivoire brodé, tenait une lettre entre ses mains tremblantes. La nuit précédente, elle avait surpris une conversation entre sa mère et un homme inconnu, un homme aux accents de pouvoir et d'argent. Il avait parlé d'un contrat, d'un arrangement, de l'avenir de la famille, et surtout d'une dot vertigineuse. Aïssatou comprit. On voulait la marier. Encore, elle pensait avoir échappé à l'engrenage grâce à sa fuite. Mais visiblement, la détermination des Sissoko à maintenir leur statut social à tout prix n'avait pas faibli. L'identité de l'homme ne lui était pas inconnue. Mamadou Koné, un magnate de l'immobilier cinquantaine révolu, influent, redouté. À la fois respecté et craint, il était l'archétype du patriarche autoritaire, capable de faire ou de défaire des empires familiaux d'un claquement de doigts. Elle plia la lettre et la glissa dans sa poche. Son regard se tourna vers les baobabs centenaires de la colline. C'est là qu'elle allait retrouver Kémo. Il lui avait donné rendez-vous au lever du jour, loin des oreilles indiscrètes. Sous l'arbre principal, il était déjà là. Le soleil éclairait partiellement son visage, dévoilant l'éclat sincère dans ses yeux. Il portait une chemise en lin simple, mais impeccablement repassée. Lorsqu'elle s'approcha, il tendit la main vers elle. « Tu es venu ?» dit-il doucement. « J'avais peur que tu ne viennes pas. J'ai failli ne pas venir. Mais j'avais besoin de te parler, de comprendre. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit promontoire surplombant la savane. Le silence les enveloppa un moment, puis elle lui raconta tout. La nouvelle proposition de mariage, la pression familiale, la peur qui revenait, encore plus grande. Kémo resta silencieux, les traits tendus. Puis il se leva, fit quelques pas, les poings serrés. « Ils veulent encore te vendre, pour un peu plus de prestige, pour une place à la table des puissants. Et toi, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais là ce jour-là, à l'hôtel. » Il se tourna vers elle, un peu plus sombre. « Parce que ce n'était pas un hasard. J'avais appris ton mariage, et j'ai utilisé mes ressources pour te retrouver, pour te sauver de ce destin. Mais je ne voulais pas te choquer. Alors j'ai laissé faire le destin. Et cette nuit-là, ce qui s'est passé entre nous, il la regarda intensément. Cette nuit-là, ce n'était pas prévu, mais je ne regrette rien. Si tu me le permets, je ferai tout pour mériter ta confiance, pour t'offrir autre chose qu'un contrat. » Elle le fixa, les larmes aux yeux, puis elle hocha lentement la tête. « Alors fais-moi une promesse, Kémo. Si jamais je suis encore piégé, si un jour je ne peux plus parler, tu me libéreras. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Je te le jure, sous ces baobabs, devant les ancêtres. » Et le vent, comme un chuchotement des générations passées, s'éleva autour d'eux. Le soleil brillait cruellement sur la grande maison de la famille SOW. Le silence était pesant, presque sacrilège. Sous les piliers de marbre blanc, la matriarche Assasso tambourinait nerveusement du doigt sur la table de verre. Elle n'avait jamais été humiliée ainsi. Voir son fils aîné, Malik, repousser le mariage arrangé pour s'intéresser à une fille sans statut, sans famille influente, était un affront personnel. « Il faut mettre fin à cette mascarade », dit-elle d'une voix sèche à son assistante. « Trouvez-moi tout ce qu'il y a à savoir sur cette Aminata. » Quelques heures plus tard, elle tenait le dossier. Photo, certificat de détention, extrait de jugement. Elle sourit froidement. « Parfait. » Pendant ce temps, Aminata, dans sa modeste boutique de couture, avait les mains tremblantes. Depuis le départ de Malik, elle sentait la tempête venir. Les regards dans la rue étaient devenus lourds, les clientes se faisaient rares et même les voisins évitaient de lui adresser la parole. Son passé semblait ressurgir comme un spectre. C'est alors qu'elle reçut la visite d'un homme bien habillé, portant une enveloppe cachetée du SOW. Il lui remit la lettre en silence avant de s'éclipser. Elle ouvrit l'enveloppe. Il y avait les preuves de son incarcération, accompagnées d'une lettre anonyme disant « Tu ne seras jamais une Sow. Retourne dans l'ombre. » Aminata tomba à genoux. Elle sentit ses forces l'abandonner, mais pas sa détermination. Elle savait qui était derrière cela. Elle savait aussi que si elle se taisait, elle perdrait tout, y compris sa dignité. Ce soir-là, elle rédigea une lettre. Non pas de défense, mais de vérité. Elle y détailla son passé, l'injustice de son arrestation, les abus de sa famille adoptive, les raisons de son silence. Puis, elle remit la lettre entre les mains de Malik.
Malik la lut en silence, les yeux humides. Lorsqu'il releva la tête, il n'était plus le même homme. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse. Devant les caméras et les flashs, il annonça publiquement son intention d'épouser Aminata, tout en révélant l'intrusion de sa propre famille dans leur relation. Aminata est la femme que j'ai choisie, pas par obligation mais par vérité. Et s'il faut renoncer à mon héritage pour la garder, je le ferai. Ce fut un séisme. La matriarche Assa, furieuse, s'effondra devant l'écran. La presse s'emballa. Le nonce fut traîné dans la boue, mais Aminata marcha la tête haute, car dans cette guerre de pouvoir, elle n'était plus la proie. Elle était devenue le feu. Et dans l'incendie, ceux qui croyaient la consumer allaient bientôt découvrir qu'elle était inextinguible. Au lendemain de l'altercation, le calme semblait revenu dans la villa des Diop. Mais sous cette apparente tranquillité, les tensions couvaient. Aïssata passait de longues heures à contempler les jardins luxuriants, essayant de rassembler ses pensées. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi son père tenait autant à ce mariage, pourquoi elle avait été choisie, et surtout, pourquoi Damba, qui semblait haïr l'idée même de cette union, ne rompait pas le pacte. Une nuit, alors que la maison dormait, Aïssata fut réveillée par un murmure. Une voix grave, presque imperceptible, résonnait dans les couloirs. Curieuse, elle enfila une robe légère et descendit les escaliers, pieds nus. La voix semblait venir du bureau fermé à clé de son père, Babacar Diop. Elle s'approcha sans bruit. La porte n'était pas verrouillée, contrairement à d'habitude. À l'intérieur, Babacar parlait à un homme âgé, assis dans l'ombre. C'était tonton Salif, le frère cadet de Babacar, que la jeune femme n'avait pas vu depuis des années. « Tu ne peux pas cacher la vérité éternellement. Babacar, disait Salif, d'une voix lourde de reproche. Tu lui dois la vérité. Elle est en âge de savoir. Pas maintenant. Pas encore, répondit Babacar. Elle ne comprendra pas. Et si elle apprend ce que Damba représente vraiment, elle refusera le mariage. Et ça nous ruinera tous. Le sang d'Aïssata se glaça. Elle se retint de pousser la porte. Elle croit que c'est un mariage d'affaires comme un autre. Mais si elle apprend que sa mère... Tais-toi, coupa Babacar brutalement. Ce nom ne doit plus être prononcé dans cette maison. Le silence qui suivit fut plus bruyant que les mots échangés. Aïssata recula, le cœur battant, les mains tremblantes. Sa mère? Elle n'avait jamais connu sa mère. Elle savait juste que celle-ci était morte quand elle était bébé. Pourquoi son père refusait-il même d'en parler? Et quel lien cela avait-il avec Damba? Elle retourna dans sa chambre, les pensées en feu. Elle comprit que pour découvrir la vérité, elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Elle devait enquêter, fouiller dans les affaires de son père, parler aux anciens du quartier, et surtout, trouver un moyen d'approcher sa tante Aminata, la seule sœur de sa mère, exilée à Paris après un scandale familial. Le lendemain, elle fit semblant d'accepter le mariage. Elle sourit à Damba au petit déjeuner. Elle complimenta la décoration florale de sa belle-mère. Mais derrière ses yeux brillants se préparait une guerre silencieuse. Ce que Babacar ignorait, c'est que sa fille lui ressemblait plus qu'il ne l'aurait jamais cru, et qu'à son tour, elle était prête à mentir, à manipuler, pour découvrir la vérité. 2 jours après sa découverte nocturne, Aïssata réussit à forcer l'ancienne serrure d'un meuble poussiéreux, enfermé dans le grenier de la Villa Diop. Il faisait chaud, et une odeur de vieux bois et d'encens séché emplissait la pièce. C'est là, entre des piles de dossiers fanés, qu'elle trouva une boîte en cuir rouge scellée par un simple ruban noir. Elle l'ouvrit. Dedans, une lettre. Elle la reconnut immédiatement. Cette écriture fine, élégante, presque calligraphiée, c'était celle de sa mère. Les rares fois où elle avait vu ces lettres, c'était à travers des cahiers de cuisine ou des cartes d'anniversaire conservées par sa tante Aminata. Les mains tremblantes, elle déplia la feuille. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te tenir la main. Mais il est temps que tu saches. Ton père et moi ne nous sommes jamais aimés. J'étais issu d'une lignée modeste, fille d'un tailleur et d'une guérisseuse. Lui, il voulait l'honneur, l'héritage et l'argent. Il m'a épousé pour des raisons d'affaires, tout comme il veut te lier à cette famille que je redoute tant, les Konaté. Damba n'est pas n'importe qui. Il est ton cousin. Oui, le fils d'un frère de ton père, mort dans des circonstances floues peu après ta naissance. Pour effacer cette honte, ton père a éloigné la famille du défunt et a élevé Damba comme un Konaté de sang. Il pensait que je ne saurais jamais, mais j'ai trouvé la vérité. J'ai voulu fuir avec toi, t'épargner ce destin. Mais je n'ai pas eu le temps. Si tu peux, reprends ta liberté. Ne laisse personne décider à ta place. Ton sang est celui d'une guerrière. Aïssata sentit une boule dans sa gorge.
Elle s'effondra au sol, la lettre dans les mains, en silence. La vérité la frappait de plein fouet. Elle avait été manipulée depuis toujours. Sa vie entière avait été écrite par d'autres mains. Et ce mariage était un mensonge, un piège, une alliance incestueuse déguisée sous le vernis du luxe et du prestige. Mais elle ne pleura pas. Elle rangea la lettre dans un pli de son boubou, se releva et descendit calmement, le visage impassible. Le plan venait de changer. Il ne s'agissait plus seulement de refuser le mariage. Il s'agissait maintenant de révéler la vérité, de faire tomber les masques et de renverser la table. D'en bas, lui, continuait à jouer son rôle, l'héritier charmant, froid, distant, presque désabusé. Mais désormais, Aïssata savait qui il était, et elle allait le regarder dans les yeux avec la vérité en main. Le bal de fiançailles approchait. La presse s'y préparait déjà. Les familles avaient lancé les invitations. Tout le monde attendait l'union du siècle. Mais Aïssata, elle, préparait la rupture du siècle. La grande salle de réception du complexe Diop, perchée au sommet d'une colline surplombant Dakar, brillait de mille feux. C'était le bal de fiançailles tant attendu entre les familles Diop et Konaté. L'élite économique et politique du pays s'y était donné rendez-vous. Ministres, ambassadeurs, entrepreneurs, célébrités, tous arboraient leurs plus beaux habits. Les serveurs glissaient entre les convives comme des ombres bien huilées, portant plateaux d'amuse-bouche et coupes de champagne importées. Des caméras diffusaient en direct l'événement sur les réseaux de la haute société. #, Union des Titans. Le nom d'Aïssata était déjà en tendance. Elle, justement, descendait lentement l'escalier central, habillée d'une robe dorée conçue par un styliste ivoirien. Son regard était calme, son visage impassible. À ses côtés, d'en bas, en costume 3 pièces noir charbon, jouait son rôle à la perfection. Main dans la main, l'image était parfaite, presque trop, mais à l'intérieur d'elle, un orage grondait. À mesure que les flashs crépitaient et que les félicitations hypocrites se multipliaient, Aïssata entendait résonner les mots de sa mère. Elle les sentait vibrer contre sa poitrine, là où elle avait dissimulé la lettre. Chaque sourire adressé aux invités, chaque toast levé vers leur union, était une trahison de plus. Mais elle tenait, jusqu'à ce que la maîtresse de cérémonie annonce « Mesdames et messieurs, il est temps pour notre couple d'honneur de prononcer leurs mots de fiançailles. » Les projecteurs se braquèrent sur eux. D'en bas, sûr de lui, prit la parole en premier. Il évoqua le respect entre leurs familles, l'avenir radieux qu'ils construiraient ensemble, la promesse de perpétuer les valeurs ancestrales. Le public applaudit. Puis vint le tour d'Aïssata. Elle saisit le micro. Et après un court silence, elle dit « Je vous remercie tous pour votre présence, mais je ne suis pas ici pour fêter une union. Je suis ici pour dévoiler une vérité. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Ce mariage n'est pas un conte de fées. C'est un mensonge, une manipulation, un pacte construit sur le silence, le sang et les secrets de famille. Le silence se fit lourd. On n'entendait plus que le souffle des climatiseurs. Elle sortit la lettre et la lut d'une voix claire et posée. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans la salle de bal. Des invités baissaient les yeux. D'autres filmaient discrètement. Des murmures d'horreur. La vérité éclatait. D'en bas, figé, serra les poings. Le père d'Aïssata tenta de s'approcher, mais elle recula, brandissant la lettre comme un bouclier. « Je ne suis pas une marchandise, pas une monnaie d'échange, et je refuse d'être la victime d'un drame familial déguisé en romance dorée. Cette histoire s'arrête ici. » Elle retira sa bague de fiançailles, la posa sur le pupitre. Le bruit du métal contre le bois fut aussi brutal qu'un verdict. Puis, tête haute, elle descendit de l'estrade. Certains invités applaudirent. D'autres quittèrent la salle, gênés. Mais tous comprirent une chose. Aïssata Diop venait de faire ce qu'aucune héritière avant elle n'avait osé faire. Briser la mascarade. Et quelque part dans l'ombre, quelqu'un l'observait, un sourire discret au coin des lèvres. Un homme à la peau sombre, vêtu simplement, mais avec une prestance rare, que le destin allait remettre bientôt sur sa route. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le scandale du Baal. Aïssata était devenue une légende urbaine. Les médias la poursuivaient. Certains la traitaient d'héroïne, d'autres de folle ingrate. Les anciens du clan Diop exigeaient des excuses. Son père, humilié, avait coupé les vivres. Mais elle, pour la première fois, respirait librement. Elle avait quitté la villa familiale pour s'installer dans un petit appartement au plateau, au-dessus d'un café modeste. Plus de chauffeurs, plus de domestiques. Juste elle, ses idées et ce qui lui restait de dignité. Elle vivait désormais de ses économies,
planifiant en secret un projet qu'elle avait toujours rêvé de lancer, une fondation pour les femmes victimes de mariages arrangés. Un soir, alors qu'elle buvait un thé bissap sur le toit du café, les néons de la ville brillant sous ses yeux, une silhouette s'approcha. Un homme, la trentaine, chemise ouverte sur une peau d'ébène, un collier de cuir autour du cou. Il n'était pas beau au sens classique, mais tout en lui dégageait une force tranquille. Il ne regardait pas Aïssata comme les autres hommes le faisaient. Il la voyait. « On dirait que tu portes tout Dakar sur tes épaules, dit-il. Elle haussa un sourcil. Pas d'introduction, pas de flatterie. Et toi, tu es qui? Le poète du coin? Il sourit. Je m'appelle Malik. Je suis le propriétaire de ce café. Et je t'ai regardé parler à ton thé pendant 3 soirs d'affilée. Aïssata le détailla du regard. Il ne semblait ni impressionné, ni intimidé. Juste là, présent. Tu n'es pas dans les journaux? Demanda-t-il calmement. Elle éclata d'un rire amer. Ah si, j'y suis. La fille qui a ruiné l'alliance Diop-Konaté, la rebelle en robe dorée, la honte de la dynastie. Il s'assit à côté d'elle, posant doucement sa tasse. Ou peut-être la seule qui a eu le courage de dire non. Un silence se tissa entre eux. Pas pesant, plutôt doux, comme un espace où la douleur pouvait enfin reposer. Tu fais quoi dans la vie, Malik? J'étais dans les affaires. À New York, j'ai tout quitté pour ouvrir ce café. C'est plus dur, mais je dors bien. Pourquoi un collier en cuir? Demanda-t-elle en le désignant du menton. Il sourit. C'est un souvenir. De là-bas. Ça me rappelle de ne plus jamais me remettre des chaînes, même si elles sont dorées. Elle le fixa longtemps. C'était la première fois qu'elle rencontrait un homme qui comprenait ce que cela signifiait. Briser la lignée, renoncer à l'héritage, vivre sans filet. Tu sais, dit-elle lentement, j'ai dit non une fois. Mais ça ne veut pas dire que je sais quoi faire après. C'est pour ça qu'on construit. Brique par brique. Et s'il le faut, à 2. Aïssata baissa les yeux. Son cœur battait, calme et plein. Le bal avait été un théâtre. Mais ici, sur ce toit, sous les étoiles de Dakar, la vraie pièce venait de commencer. Le vent soufflait doucement sur la corniche, caressant les rideaux fins de l'appartement d'Aïssata. Depuis cette soirée sur le toit, elle et Malik avaient tissé un lien étrange, silencieux mais intense. Pas d'avance, pas de promesse. Juste une présence, une paix et parfois une tasse de thé partagée à l'aube. Mais le calme était une illusion fragile. Un matin, alors qu'elle classait des papiers pour sa fondation, un courrier fut glissé sous sa porte. Une enveloppe noire, sans nom. À l'intérieur, une simple feuille, une photo floue d'elle et Malik sur le toit du café, avec une phrase écrite en lettres rouges. « Tu n'es pas sorti du jeu, Diop. » Aïssata sentit son estomac se contracter. Son passé refusait de la laisser respirer. Elle courut au café. Malik l'écouta sans l'interrompre, puis regarda la photo. « C'est une menace ?» dit-il simplement. « Tu devrais te cacher quelques jours. »« Me cacher? J'ai fui toute ma vie. Je n'ai pas l'intention de reculer encore. » Il posa sa main sur la sienne. « Tu n'as pas peur, mais tu n'es pas seul non plus. Alors, on réfléchit ensemble. » Ils passèrent la soirée à chercher des indices. Et c'est dans un vieux carton de papier de son père qu'elle tomba sur un document, un contrat prénuptial daté de 2 ans, entre la famille Diop et une autre famille, les Sarr. Le nom du fiancé y figurait Moussa Sarr, un nom qu'elle n'avait jamais entendu. Ce n'était donc pas Idriss qu'elle devait épouser au départ? C'est quoi ce contrat? Demanda Malik. C'est une preuve. Je n'étais qu'un pion, une monnaie d'échange entre puissants. Mais ce nom, Moussa Sarr, il est dans tous les dossiers compromettants du gouvernement. Alors peut-être que ton mariage aurait servi à protéger bien plus que les apparences. Aïssata sentit une rage sourde monter en elle. Toute sa vie, elle s'était battue contre des murs invisibles. Mais ce soir-là, les murs avaient commencé à parler. Et ils murmuraient des secrets de corruption, de chantage, de fortune bâtie sur des alliances silencieuses. Elle n'avait pas juste brisé un mariage. Elle avait interrompu un plan bien plus vaste. Et à présent, elle devenait une cible. Mais cette fois, elle ne serait plus une victime. Elle serait l'arme. Le lendemain matin, Aïssata se rendit discrètement au bureau d'un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité, Babacar Faye. C'était un ancien camarade d'université, devenu célèbre pour avoir fait tomber plusieurs fonctionnaires véreux. Elle lui remit une copie du contrat prénuptial et les relevés bancaires suspects qu'elle avait trouvés dans les affaires de son père. « Tu veux que je publie tout ça ?» demanda Babacar en fronçant les sourcils. « Je veux que la vérité sorte, que ce pays sache qui tire les ficelles. Mais pas encore. Il me faut des preuves irréfutables. »
Et surtout, du temps. Tu joues un jeu dangereux. Aïssata, tu sais que tu risques ta vie, n'est-ce pas? Je l'ai déjà risqué pour moins que ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Elle sortit du bureau, le cœur lourd mais résolu. Le voile se levait. Chaque jour lui apportait une pièce du puzzle. Dans un coin isolé de Dakar, Idriss Diop, son ex-fiancé, se trouvait dans une salle obscure, regardant la vidéo de sa fuite le jour du mariage. Derrière lui, son père, Oumar Diop, patriarche silencieux à la main de fer, resta figé un instant avant de murmurer. Elle a trahi le plan. Tout était parfaitement orchestré. Le mariage, la fusion, l'héritage. Et maintenant, elle s'affiche avec ce serveur. Idriss serra les dents. Je vais m'en charger. Non, tu vas l'épouser. Tu vas faire croire au monde que tu lui as pardonné, qu'elle est revenue vers nous. Et pendant ce temps, nous reprendrons le contrôle. Le peuple aime les récits de pardon. Idriss détourna le regard. Au fond, il savait qu'Aïssata ne reviendrait jamais. Mais dans cette guerre d'image et d'honneur, il était prêt à tout, même à porter un masque. Le soir même, Aïssata reçut une invitation officielle de la famille Diop. Une soirée de réconciliation publique avec la présence des médias et de plusieurs figures influentes. Elle montra la lettre à Malik. « Tu penses que je devrais y aller ?»« Non, répondit-il. Mais je sais que tu vas y aller quand même. » Elle sourit doucement. « Parce que je n'ai plus peur. »« Non, dit-il en se levant. Parce que maintenant, tu veux qu'ils aient peur de toi. » Le palais des Diop, ce soir-là, était un déluge de lumière, de robes chatoyantes et de rires polis. Les puissants de Dakar s'y étaient donné rendez-vous, attirés par l'invitation officielle. Réconciliation entre deux grandes familles. À l'entrée, les journalistes se pressaient. Les caméras balayaient la façade illuminée, cherchant la moindre trace de scandale. Aïssata arriva en dernier. Habillée d'une robe en soie indigo au motif mandingue revisité, elle descendit lentement de la voiture que Malik avait lui-même conduite. Le silence se fit dans l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers elle. « C'est elle ?» souffla une femme. Elle a osé revenir. À son bras, Malik, élégant dans un costume boubou brodé de fils d'or, portait un calme souverain. Son regard balaya la foule comme un roi contemple son royaume. Les rumeurs sur lui s'étaient répandues comme une traînée de poudre. On murmurait qu'il n'était pas qu'un simple serveur, mais un homme d'affaires mystérieux ayant bâti un empire discret dans l'agroalimentaire bio, loin du système corrompu. Elle ne revient pas pour demander pardon, glissa Babacar Faye à son caméraman. Elle revient pour prendre ce qui lui appartient. À l'intérieur, Idriss accueillit Aïssata avec un sourire figé. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Et toi, encore plus hypocrite que dans mes cauchemars. » Il grimaça, mais laissa passer. La soirée commença. On servit les plats, on porta des toasts, on parla d'avenir et de paix familiale. Les journalistes prenaient des photos, les familles souriaient. Un ballet parfait. Puis, au moment du discours, Idriss se leva. « Je tiens à présenter mes excuses publiques à Aïssata. Mon absence, mes erreurs, je suis prêt à tourner la page. Si tu le veux aussi. » Un murmure traversa la salle. Aïssata se leva à son tour, majestueuse. « Merci, Idriss. Tu veux tourner la page? Parfait. Alors tournons-la, mais pour de bon. » Elle sortit un micro-cravate de son sac et le montra à l'assemblée. « Tout ce que vous avez entendu depuis le début de cette soirée a été enregistré. Vos petits jeux de façade, vos fausses réconciliations. Je suis venu ici pour dévoiler la vérité. » Elle claqua des doigts. Un projecteur s'alluma. L'écran géant derrière la scène s'illumina. Apparurent alors les images d'un enregistrement. La voix d'Oumar Diop, planifiant la manipulation de la presse. Celle d'Idriss, promettant de faire plier Aïssata pour sauver leur fusion familiale. Un silence glacial. Puis des cris. Une journaliste hurla. « C'est vrai? Vous avez orchestré tout ça ?» Aïssata s'adressa à la foule. « Je ne suis pas un trophée. Je ne suis pas une marchandise. Et je ne suis pas la fille obéissante que vous espériez briser. » Elle descendit de l'estrade. « Je suis Aïssata Konaté. Et à partir de ce soir, c'est moi qui écris l'histoire. » Elle prit la main de Malik, et ensemble, ils quittèrent la salle sous les flashs. Mais derrière eux, une tempête venait de naître. Le lendemain de la soirée, Dakar ne parlait que d'une chose, le scandale des Diop. Les vidéos avaient fuité sur tous les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, WhatsApp. Impossible d'ignorer le visage d'Aïssata, calme, droit, accusateur, dévoilant la vérité devant l'élite réunie. Les unes des journaux affichaient « Aïssata Konaté brise le silence ».
L'empire Diop vacille. Le retour d'une héritière. Dans la villa retirée de Malik, en bordure de la lagune de Ngor, Aïssata observait le lever du soleil depuis la terrasse, une tasse de café dans les mains. Malik s'approcha derrière elle, posant doucement ses bras sur ses épaules. « Tu regrettes » demanda-t-il doucement. « Non, je m'en veux juste de ne pas avoir osé plus tôt. Tu l'as fait au bon moment, le moment où tu étais prête à ne plus demander la permission. » Un silence. Puis elle souffla. « Maintenant, je veux récupérer ce que ma mère m'a laissé. Son terrain à Kolda, c'est part dans le groupe textile. Tout. Et je veux qu'on relance Néné Couture, son projet mort-né que les Diop ont enterré. On va le faire, dit Malik. Ensemble. » Pendant ce temps, dans la maison familiale Diop, c'était le chaos. Oumar Diop était furieux. Il jetait les journaux sur la table. « Cette fille a tout gâché. Vous auriez dû mieux la contrôler. Elle n'est plus la petite fille qu'on manipulait, » répondit Idriss, blême. « Elle a changé. Elle n'a plus peur. Alors il faut la faire taire. » La phrase glaça l'atmosphère. Mais déjà, des murmures de panique montaient au sein de leurs partenaires. La banque sahélienne gelait leurs lignes de crédit. Le ministère du Commerce voulait une enquête. L'Empire tremblait. Et pendant ce temps, Aïssata recevait un appel. « Bonjour, mademoiselle Konaté. Ici la fondation Ikleke Fatou. Nous venons de voir votre discours. Nous voulons sponsoriser le relancement de Néné Couture. Nous croyons à votre vision. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le rêve de sa mère allait revivre. Mais elle savait aussi que les Diop ne laisseraient pas les choses ainsi. Ils avaient trop à perdre. Et derrière l'image parfaite de leur dynastie, elle venait de planter une bombe à retardement. 2 jours plus tard, un bruit réveilla Aïssata. Ce n'était pas une alarme, mais presque une série de coups frappés avec insistance contre la porte principale de la villa. Malik ouvrit, méfiant. « Police. Monsieur Touré, vous êtes convoqué pour enquête. Une plainte a été déposée pour détournement de fonds. » Aïssata surgit, en peignoir, le cœur battant. « Quoi ? Quelle plainte ? C'est une erreur ? C'est ? Madame, calmez-vous, dit l'agent. Ce sont les ordres. Il s'agit de transactions suspectes concernant votre start-up Néné Couture. » Les Diop, c'était forcément eux. Dans la voiture qui emmenait Malik, il croisa le regard de son épouse à travers la vitre teintée. Il lui fit un signe. « Ne panique pas. » Mais elle bouillonnait. Il s'en prenait à l'homme qu'elle aimait, parce qu'elle avait osé leur faire face. Dans les bureaux des Diop, Oumar jubilait. « On va la ruiner. On va faire passer Malik pour un escroc et la fondation se retirera. » Mais Idriss restait silencieux dans un coin de la pièce. Quelque chose s'était brisé en lui. Pour la première fois, il n'était pas sûr d'être du bon côté. Pendant ce temps, Aïssata s'activait. Elle contactait la fondation, rassemblait les relevés bancaires, fouillait dans les anciens emails, appelait un avocat que sa mère lui avait recommandé autrefois. Maître Dambagay, redouté et redoutable. « Ils veulent vous salir ?» lui dit-il, d'un ton ferme. « Mais vous avez un avantage, vous êtes dans votre bon droit. On va contre-attaquer. » Et contre-attaquer, elle le fit. Le lendemain, lors d'une conférence de presse improvisée, elle déclara « J'ai grandi en croyant que ma voix ne comptait pas. Aujourd'hui, je réalise que ma vérité dérange, et c'est pour cela qu'ils essaient de m'étouffer. Mais je ne reculerai plus. » Et elle montra, en main, une pile de documents prouvant que les Diop avaient tenté d'usurper les parts de sa mère dans Textile Baobab en falsifiant un acte notarié. Ce jour-là, le public choisit son camp. Le vent tournait, mais la guerre n'était pas finie. La conférence d'Aïssata avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Justice pour Aïssata et #TruthOverBlood envahissaient les fils d'actualité. L'opinion publique, longtemps hypnotisée par le prestige des Diop, découvrait leur côté obscur. Dans l'ombre, la presse économique s'activait. Des journalistes indépendants commençaient à enquêter sur Diop Holdings, et ce qu'ils trouvaient n'était pas reluisant. Société écran, placement douteux, contrat non déclaré. Et au centre de tout ça, un nom revenait, Oumar Diop. Idriss, de son côté, observait tout en silence. Chaque article, chaque vidéo d'Aïssata, chaque révélation, le rendait un peu plus distant. Il ne reconnaissait plus son père, ni son oncle, ni lui-même. Un soir, il se rendit au siège. Dans le bureau d'Oumar, il claqua une pile de documents sur le bureau. « Pourquoi tu n'as rien dit sur les fonds détournés d'Alma Group ? On a signé ensemble. » Oumar leva les yeux, calme et glaçant, parce que c'est comme ça qu'on bâtit un empire, en fermant les yeux. Et Malik, tu savais qu'il était innocent. Et pourtant, Malik est un pion.
Il a eu la prétention de s'asseoir à notre table. Le ton d'Idriss changea. Plus calme, plus froid, c'est ça le problème. Tu crois que c'est ta table, mais elle est déjà fissurée. Pendant ce temps, Aïssata préparait son prochain coup. Elle avait trouvé un témoin clé, le notaire qui avait aidé les Diop à falsifier l'acte de succession de sa mère. L'homme, rongé par la culpabilité, avait accepté de témoigner en échange d'une protection. Avec Maître Damba, elle mit en place un plan, une déclaration officielle à la télévision nationale, accompagnée de preuves irréfutables. Mais elle n'avait pas prévu que les Diop iraient jusqu'à la menacer. Le soir même, elle trouva sa voiture fracturée. Sur le siège avant, une enveloppe. Dedans, une photo d'elle, prise dans son salon quelques jours plus tôt. Elle comprit immédiatement. Ils étaient entrés chez elle. Elle frissonna, mais ne recula pas. Elle appela Maître Damba. On avance le direct. Demain matin. Tu es sûr? Plus que jamais. Le lendemain, à 8 heures, le pays tout entier découvrait le visage du vrai pouvoir. Celui qui manipule, étouffe et détruit. Mais aussi celui qui résiste. Aïssata, vêtue de blanc, parla d'une voix ferme, les yeux dans les yeux du peuple. Ce n'est pas un combat d'héritage. C'est un combat pour la vérité. Et je suis prête à aller jusqu'au bout. Au lendemain de la déclaration publique d'Aïssata, le pays retenait son souffle. Les lignes avaient bougé. Pour la première fois, les Diop ne contrôlaient plus la narration. Les regards, autrefois remplis d'admiration pour la dynastie, étaient désormais teintés de doute, voire de mépris. À l'intérieur de la villa familiale à Ngor, le climat était glacial. Oumar Diop regardait fixement l'écran plat suspendu au mur. La rediffusion du discours d'Aïssata passait en boucle. Chaque mot était une gifle, chaque regard un défi. Assise dans le fauteuil en cuir, sa sœur Aminata Diop, la tante d'Idriss, murmura « Elle est comme sa mère ». Fatou ne se serait jamais laissé faire non plus. Oumar serra les dents. Fatou était une erreur. Et sa fille est un virus. Mais j'ai le remède. Pendant ce temps, Idriss parcourait la ville, seul. Il ne supportait plus la maison familiale. Trop de secrets, trop de mensonges. Il savait que son nom avait été sali, que l'honneur de sa famille était en ruine. Mais il savait aussi que la seule manière de la reconstruire, c'était d'affronter la vérité. Dans une ruelle discrète de Dakar Plateau, il retrouva Malik. L'ancien détenu était méfiant, le regard durci par la prison, les traits marqués par 2 années de solitude. Mais il le laissa parler. « Je veux réparer. Je sais que tu as tout perdu à cause de moi. Je sais que c'est ma famille qui a orchestré ta chute. Et tu veux quoi? Un pardon? C'est pas à vendre. Je veux que tu témoignes. » Malik éclata d'un rire amer. « Tu crois que les gens écoutent les pauvres? Les anciens détenus? Ils t'écouteront. Toi? Pas moi. » Idriss fouilla dans sa veste. Il tendit à Malik un document officiel, signé de la main d'un huissier. Un aveu écrit d'un ancien collaborateur de son père, confirmant le montage qui avait piégé Malik. Ils m'écouteront, si on parle ensemble. Le soir même, Aïssata reçut un appel d'un numéro inconnu. Aïssata, c'est Idriss. J'ai ce qu'il nous faut, mais tu dois me faire confiance. Elle hésita, puis, d'une voix grave, si tu trahis encore une fois, je ne te laisserai aucune seconde chance. Je sais, c'est pour ça que cette fois, je marche à tes côtés. Le lendemain, dans une salle comble de journalistes, d'avocats, d'anciens employés, Idriss Diop, l'héritier officiel, fit une déclaration historique. Je suis le fils d'Oumar Diop. Mais aujourd'hui, je me détache de tout ce que son empire représente. À partir de maintenant, je me joins à ceux qui réclament justice. La salle explosa sous les flashs et les murmures. À ses côtés, Aïssata et Malik, le trio impossible, mais surtout, le vrai visage d'une nouvelle génération. Le ton était donné. La prise de parole d'Idriss Diop avait ébranlé tout le paysage politique et économique du pays. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Les chaînes de télévision interrompaient leurs programmes pour commenter le retournement spectaculaire. Et dans la haute sphère des affaires, les premiers partenaires de la famille Diop commencèrent à se désolidariser. Dans un salon doré du club diplomatique, l'un des anciens associés d'Oumar Diop, Boubacar Faye, murmura à un autre. « Il faut se retirer. Ce navire coule. Tu crois qu'Oumar se laissera faire? Cet homme a survécu à 2 changements de régime. Peut-être, mais cette fois, la tempête vient de chez lui. Chez Aïssata, la tension restait palpable. Tu crois qu'il va contre-attaquer? Demanda Malik. Elle hocha la tête. Il ne sait faire que ça. Mais maintenant, il ne nous affronte plus dans l'ombre. Il doit affronter le peuple. Et la vérité.
Elle avait à peine terminé sa phrase qu'un appel arriva. C'était un ancien journaliste d'Ambassie, célèbre pour avoir été muselé par les Diop des années auparavant. « Vous avez besoin d'un média? Je vous offre mon micro et ma caméra. » Ils acceptèrent. Le lendemain, une interview filmée en direct montra pour la première fois l'union d'Aïssata, d'Idriss et de Malik face à la caméra. Ils racontèrent tout. Le complot, les menaces, le pacte de silence de certains juges, les dessous des affaires immobilières douteuses. Les noms furent lâchés, les visages affichés. Et au moment où le journaliste demanda « Pourquoi faire ça maintenant, après toutes ces années ?» Aïssata répondit simplement « Parce que je ne veux pas qu'un autre enfant grandisse avec la peur d'être réduit au silence. Parce que je veux qu'on se souvienne qu'ici, une fille rejetée le jour de son mariage a su se lever, parler et changer l'histoire. » La vidéo devint virale. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, une lumière s'alluma dans une aile oubliée du palais de justice. Un juge indépendant ordonna l'ouverture d'une instruction contre la famille Diop. Le château commençait à s'effondrer. Mais Oumar Diop n'avait pas dit son dernier mot. Dans la villa d'Oumar Diop, le calme apparent masquait une tempête intérieure. Il observait l'écran géant affichant l'interview d'Aïssata, Idriss et Malik. Silencieux, il serrait un verre de cognac si fort que ses phalanges blanchirent. Il pense avoir gagné. Sa sœur, Marem, posée dans le canapé, murmura. Ils ont le peuple avec eux maintenant. Même les anciens alliés se détournent. Si on ne réagit pas, je vais réagir, à ma manière. Il se leva, s'approcha d'un vieux coffre-fort scellé depuis des années. Il sortit un petit carnet en cuir usé. À l'intérieur, des noms, des chiffres, des photos, un registre de dettes et de secrets. On va leur montrer que la vérité, sans pouvoir, ne suffit pas. Le lendemain, un mandat d'arrêt fut lancé contre Aïssata. Motif ? Soupçon d'escroquerie lors de la gestion d'une ONG à ses débuts. Une manipulation grossière basée sur des documents falsifiés. Mais la machine était lancée. Malik fut convoqué par la brigade économique. Idriss, menacé de retrait de passeport pour suspicion de blanchiment. Les journaux soudainement rachetés par des proches de Diop changèrent leur ton. La fiancée déchue, manipulatrice ou victime. Le retour du fils prodigue, vengeance ou ambition politique. La guerre de l'image battait son plein. Malik, furieux, voulait tout faire exploser. Qu'on brûle ces tribunaux corrompus. Qu'on révèle tous leurs secrets maintenant. Mais Aïssata, calme, répondit. C'est exactement ce qu'il attend. Que tu perds ton sang-froid. Nous ne sommes pas comme lui. Nous sommes la lumière. Elle tenait un vieux collier, hérité de sa grand-mère. Un bijou simple, orné d'un cori. Ma grand-mère disait, quand l'ombre danse, c'est que la lumière l'oblige à bouger. Idriss ferma les yeux, inspirant profondément. Alors dansons avec l'ombre. Jusqu'à la dernière seconde. Ce soir-là, un message anonyme atterrit dans leur boîte sécurisée. Une preuve audio enregistrée lors d'une réunion secrète entre Oumar Diop et un juge corrompu. L'élément qui pouvait faire basculer tout le dossier. Mais avec ce message venait un avertissement. Si vous utilisez cela, l'un d'entre vous mourra. Ils se regardèrent. Personne ne parla. Mais tous savaient ce qu'il fallait faire. Le combat n'était pas encore terminé. L'aube se levait sur Dakar. Une brume légère flottait au-dessus de la ville, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans les couloirs du tribunal suprême, une tension glaciale régnait. La foule s'était amassée dehors. Caméras, micros, pancartes, toute la ville retenait son souffle. Au centre de l'attention, Aïssata Ba, Idrissa, Malik Gueye. À l'intérieur, le juge entra. L'audience allait débuter. Les preuves audio étaient prêtes. Les témoins protégés avaient accepté de parler. La vérité, enfin, avait un chemin. Mais Aïssata, en s'asseyant, sentit une douleur étrange dans sa poitrine. L'air manquait. Elle pâlit, chancela. Idriss l'attrapa juste à temps. « Aïssata, tu vas bien ?» Elle murmura. « Il m'a empoisonné. Je le sens. Un flash. Un souvenir. Le thé servi par un domestique anonyme à la villa, 2 jours plus tôt. Malik cria pour appeler un médecin. Mais elle le retint par la main. « Non, pas maintenant. Laissez-moi parler. » Debout devant la cour, chancelante mais droite, Aïssata s'exprima d'une voix tremblante, mais claire. « On m'a tout pris. Mes rêves, mon corps, ma liberté. On m'a forcé à vivre dans l'ombre. Mais cette lumière que je porte aujourd'hui ne m'a jamais quitté. » Elle sortit une clé USB de son sac, la leva. « Voici la vérité. Le prix du silence,
Ce sont nos vies. Aujourd'hui, je ne me tairai plus. » Elle tomba, inconsciente. Le lendemain, les journaux étaient unanimes. Le monstre est tombé. Oumar Diop arrêté après révélation explosive en pleine audience. L'héroïne d'un peuple, Aïssata bat entre la vie et la mort, mais victorieuse. Les chaînes du passé brisées par une femme autrefois condamnée à se taire. Le peuple célébrait. La villa Diop fut saisie. Les réseaux mafieux démantelés. Les alliés retournèrent leur veste. Mais à l'hôpital, Idriss tenait la main d'Aïssata, toujours dans le coma. Une semaine plus tard, elle ouvrit les yeux. Il était là. Il pleurait. « Tu es revenu ?» Elle sourit faiblement. « On a gagné ?» « Oui, grâce à toi. » Quelques mois plus tard, dans une villa sur la petite côte, une cérémonie discrète. Aïssata, en robe ivoire brodée à la main, marchait vers Idriss au bras de Malik. Pas de flash, pas de luxe tapageur, mais une paix sincère, une victoire intime. Elle glissa l'alliance à son doigt. Moi, Aïssata Ba, je renonce à la peur. Je choisis l'amour, la vérité et ma liberté. Les invités pleuraient. Des chants traditionnels résonnaient. Le soleil brillait enfin sur leur destin. Et dans le ciel, un baobab se dressait fièrement, témoin silencieux de l'histoire d'une femme qui refusa d'être victime et devint l'architecte de sa propre légende.